BFM Business, Intégral Placement, le Club Immo. Le club de la presse immobilière avec Virginie Groslo. Bonjour Virginie. Pour l'Obs, Olivier Marin. Bonjour Olivier. Bonjour. Pour Explorer Immo Le Figaro et bien évidemment Marie Cœur de Roi pour la vie Immo chaque matin sur BFM Business. Bonjour Marie. Bonjour Cédric. Bienvenue à tous les trois. On va essayer de brosser un large panorama de ce monde immobilier, histoire de ne rien rater de ce qui se passe dans ce monde de la pierre. Olivier, on commence peut-être par l'état du marché de l'immobilier, par les tout derniers indicateurs, les tout derniers chiffres. Oui, notamment par le marché du neuf, avec une reprise qui se confirme. En fait, il y a quelques jours, la Fédération des promoteurs immobiliers a livré son observatoire sur le premier trimestre 2016. Alors en fait, les résultats sont plutôt encourageants. C'est très bien. On a au cours du premier trimestre des ventes totales dans le neuf qui ont progressé de près de 15% par rapport à la même période l'an dernier. On est à 30 800 ventes de logements neufs, un secteur de la construction qui va mieux. On a une hausse annuelle des mises en chantier, une hausse des permis de construire, ça c'est excellent. Et dans la construction neuve, à noter que l'Île-de-France, PACA et la Bretagne sont en hausse très significative, tandis que le Nord et l'Est sont en léger recul. Et puis si on regarde dans le détail, c'est important quand même évidemment, les investisseurs, il y en a toujours autant, donc ça marche très bien. Le dispositif Pinel fonctionne au mieux. Les ventes investisseurs poursuivent leur progression de 13% sur un an. Et puis, ce qui était là où ça bloquait un petit peu, c'était en ce qui concerne les propriétaires occupants. Il y a eu un effet prêt à taux zéro indéniable depuis le 1er janvier 2016. Il faut rappeler qu'on peut emprunter maintenant jusqu'à 40% de la somme d'un bien neuf. Ça se traduit dans les chiffres, puisqu'on a une augmentation de ventes aux propriétaires occupants de près de 20%. 13 300 logements, une croissance donc qui coïncide avec cette entrée. Et à côté, on a des prix qui sont toujours élevés dans le neuf. Donc ça baisse pas. Ça baisse pas. Une stabilisation en fait depuis 2-3 ans. On est à, pour vous donner un ordre d'idée, on est à juste sous la barre des 4 000 € par mètre carré pour un logement neuf. On est à 3 600 en province. On est à 4 600 en Île-de-France. Et puis évidemment, il y a des disparités locales prononcées. On a des fortes hausses, notamment sur un an à Bordeaux, à Nantes, dans le bassin d'Arcachon, à Caen et Le Havre, et puis à l'opposé, des baisses qui concernent Rouen, Lille et Saint-Malo. Alors pour que ça dure, il faut quand même des résultats. On les a, mais maintenant pour que ça devienne pérenne, il faut... C'est ce que disent les promoteurs, l'ensemble des professionnels, continuer évidemment à libérer le maximum de terrain, délivrer des autorisations de construire plus rapidement, lutter contre les recours abusifs et puis alléger les normes de construction et stabiliser le cadre fiscal. Il faut savoir que le Pinel a été prolongé très bien. Par contre, notamment sur les résidences avec service, le Censi-Bouvard, on ne sait absolument pas si ça va être prolongé. Ça devrait normalement peut-être s'arrêter à la fin de l'année. Et je voulais intervenir, Olivier, parce que justement, vous parliez du Pinel, mais sur la question des investisseurs, effectivement, les investisseurs sont toujours là. Sur un an, la progression est effectivement de l'ordre de 13%. En revanche, d'un trimestre sur l'autre, quand on regarde le dernier trimestre 2015 et le premier trimestre 2016, on est en légère baisse, même en belle baisse, je crois. Donc il y a quand même, enfin voilà. Après, c'est un effet rattrapage. Voilà, effectivement, c'était parti tellement en flèche par rapport à la vague précédente qui revenait. On revenait du flot avant, donc il y a eu effectivement un rééquilibrage. Il y a un effet saisonnier surtout, c'est qu'en fin d'année, les investisseurs sont beaucoup plus présents qu'en début d'année. Donc sur le premier trimestre, il est à peu près normal qu'on voit moins d'investisseurs. Ça c'est pas inquiétant. Voilà. Ouais. Et par contre, c'est surtout une bonne nouvelle aussi pour les locataires, puisque ça veut dire qu'il y a donc plus de logements à louer, à des loyers qui sont plafonnés, puisque c'est une des conditions sine qua non du dispositif Pinel. Donc ça alimente le marché locatif qui reste toujours très tendu. Donc ça, c'est bien pour les locataires aussi. Il faut le souligner. Comment ça se passe avec les collectivités? Ce que Olivier le disait, c'est vrai qu'il faut libérer du foncier. Il faut que les maires, il faut que rien ne se grippe dans la machine, Olivier. Là, on était. Alors, il y a une sorte d'omerta là. En fait, pour la première fois, Alexandra François-Cuxac, lors de la conférence de presse, donc la semaine dernière, a dit en fait, il y a des problèmes assez importants, assez graves. En fait, une sorte de chantage. Des maires demandent aux promoteurs à signer des chartes et demandent des choses assez qui vont très loin, qui vont au-delà et apparemment de plus en plus, notamment sur imposer des prix, imposer un nombre d'habitants de la commune, voire jusqu'à même des noms. Et là, Alexandra François-Cuxac a dit ça suffit. Elle a demandé en fait aux promoteurs à écrire à 14 maires de France pour dire on ne signe pas ces chartes, c'est un véritable chantage. Et c'est tout à fait illégal, je crois, en plus. Et il y a des choses qui sont à la limite de la légalité. Alors bon, on est en train de voir, c'est en train de monter un petit peu. Et à quoi sont censées servir ces chartes vues de l'autre côté ?
Normalement, c'est pour régler tout ce qui est du domaine de la construction, en fait. Ça ne doit pas aller très très loin. Et apparemment, depuis un certain temps, on impose des prix pour les logements, pour le foncier privé, des typologies de biens. Par exemple, on nous signalait qu'à Nanterre, on exige qu'il y ait des espaces extérieurs de 4 mètres carrés minimum pour 70% des logements. Des choses dont les promoteurs apparemment n'étaient pas habitués. Alors hier, je recevais, juste parenthèse, au Club IMO, Le Figaro, le patron de Kaufmann et Broad, Nordine Hachemi, donc j'ai posé la question. Alors lui, un peu botté en touche en disant oui, c'est vrai, mais finalement, c'est un peu le jeu et on peut comprendre que les maires aient envie de savoir, au niveau du développement de l'urbanisme, ce qui va se passer sur leur territoire. Ce qu'il faut, c'est discuter. Voilà ce que me dit Nordine Hachemi. Ouais, ça... Si, il faut beaucoup de discussions. Alors c'est vrai que je ne suis pas persuadée que laisser les promoteurs décider tout seuls dans leur coin soit forcément la bonne décision, parce que il peut y avoir, on a vu aussi une tendance face au prix à réduire la taille des logements de manière vraiment significative. Donc peut-être aussi, face au succès du dispositif Pinel, à faire beaucoup de logements destinés à l'investissement locatif. Or il faut quand même maintenir l'accession. Donc que les maires aient certaines exigences, ce n'est pas extrêmement choquant. Ce que me disait un intervenant hier, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait, par exemple dans le cadre des prix maîtrisés, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande disparité entre ces prix maîtrisés et les prix de marché. Parce que quand vous faites un programme, vous avez une part qui est réservée au logement social, qui est vendue moins cher aux bailleurs sociaux, une part qui est donc à prix maîtrisé, qui est souvent d'ailleurs destiné aux habitants de la ville, pour les inciter à rester, pour montrer que la mairie fait un geste aussi. Et une troisième part qui est libre, plus la part des investisseurs, mais qui rentre dans le libre. Et du coup, si par exemple, je prends un exemple fictif, mais vous vendiez à 3 000 € en prix maîtrisé du mètre carré et à 6 000 de l'autre côté, celui qui achète à 6 000, il a un tout petit peu l'impression de payer pour son voisin, ce qui forcément est assez désagréable. Donc tout est question de discussion et je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure concertation encore, ce qui n'est jamais simple. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, entre guillemets, la loi doit aller plus loin pour que ces chartes ne voient pas le jour, ou parce que on comprend bien les maires aussi, comme vous le disiez, qui ont besoin de savoir. Mais parce qu'en plus ils sont de plus en plus contraints par les différentes lois et règles. Déjà assez de lois. Et après ils sont mettre à l'amende par les gouvernements qui disent regardez, ils n'ont pas bien fait les ceci, pas bien. Non, et puis beaucoup disent on en a assez d'avoir trop d'investisseurs, on veut aussi des propriétaires occupants pour la ville, pour les actifs, c'est important pour l'emploi, pour les commerces de proximité. Donc bon, les chartes existent effectivement, mais il y a quand même, apparemment il y a un problème. Non, mais oui, il y a un problème, mais je suis pas sûr que légiférer soit toujours la bonne solution, parce que ça conviendra forcément à certains et pas à d'autres. Sauf que là, en l'occurrence, quand ils ont légiféré, justement, ils ont mis en place cette espèce de système de charte pour contourner la loi. Donc c'est un peu ça le problème, c'est-à-dire qu'effectivement, alors à chaque fois, on légifère plus parce qu'ils trouvent toujours la parade. Parce que le maire, il y a bien un moment où il faut qu'il formalise le truc quand même. Après, il y a déjà un code de l'urbanisme, et il y a déjà tout un tas de règles à suivre. Donc c'est déjà pas mal. PLU, quoi. Les villes de Nanterre, Bordeaux, La Rochelle, Vitry-sur-Seine ont été notamment citées et font partie des 14. Bon, voilà donc pour ces rapports entre promoteurs et collectivités. La sociologie immobilière, on y était déjà presque finalement en parlant de tout ça, Virginie, non? On y est toujours. Non, c'est juste dans la dernière étude des notaires qui sort habituellement son indice de prix. Il y avait une analyse sur la sociologie effectivement de l'Île-de-France et qui démontre une accélération, c'est pas tant le phénomène parce que le phénomène on le connaît, mais une accélération de ce qu'on va dire l'embourgeoisement de Paris et de la petite couronne, c'est-à-dire tout simplement vous avez aujourd'hui 44% des acquéreurs d'appartements sur l'Île-de-France qui étaient des cadres et dirigeants d'entreprises. Ce qui est en hausse de 10 points par rapport à 2005. 10 points en 10 ans, c'est pas mal. Et forcément, alors je rappelle, l'Île-de-France, on a franchi déjà le seuil des 5 000 € fin 2010, 5 000 € du mètre carré. Et Paris, depuis 2011, on est à plus de 8 000 € du mètre carré. Donc forcément, on se doute bien que ce ne sont pas les ménages modestes qui se portent acquéreurs facilement de logements à Paris et dans la première couronne. Alors, on constate cet effet sur les appartements. L'effet est assez similaire sur les maisons, un petit peu moins toutefois, puisque au lieu de 10 points, c'est 4 points. Donc la maison reste, entre guillemets, encore plus abordable que... populaire. Je sais pas. Non, mais ça dépend de la maison et où elle se situe, quoi. Ah ben, ça, après, il y a toutes les typologies.
Ensuite, donc voilà, alors on dit toujours, c'est la fameuse formule qu'on entend partout, Paris se gentrifie. Alors moi je n'aime pas trop ce terme, parce qu'autant dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que Paris concentre effectivement les ménages les plus aisés, et c'est sur Paris même 2 acquéreurs sur 3 qui étaient cadres ou dirigeants d'entreprise en 2015, et il faut voir que donc c'est la part des professions intermédiaires qui a le plus diminué, moins 8 points en 10 ans, et bien sûr on constate ce phénomène centrifuge, cette espèce d'escargot. Les classes moyennes se dirigent vers la première couronne, puis vers la deuxième couronne. C'est de plus en plus marqué. Et surtout, on observe aussi un renforcement de la dichotomie entre la couronne ouest et la couronne est. Je vais essayer de ne pas me perdre, mais il est évident que les Hauts-de-Seine concentrent beaucoup plus de cadres et CSP+, 53% en 2015. Si on part du côté de Bagnolet, ouais. Je évidemment, la Seine-Saint-Denis, où on est juste à plus 9 points contre plus 13 points. Et donc, finalement, qu'est-ce qui reste? Il reste la grande couronne qui offre le plus de mixité, même si les prix ont aussi monté. Alors, il faut savoir que plus on s'est éloigné, évidemment, de la capitale, moins les prix ont fortement augmenté, ou en tout cas, après 2011, ont un peu plus baissé. Et là, du coup, on a juste une petite, entre guillemets, augmentation des CSP+ de 3 points. Et quand même, malgré tout, une baisse de celle des employés ouvriers en baisse de 4 points. Et donc, une étude qui met énormément d'eau au moulin d'Yann Brossard. Non, mais ah, peut-être, ça, je ne sais pas s'il va s'appuyer dessus. Mais en tout cas, ce qu'on constate. Alors là, on va finir avec les ghettos de riches à Paris. Yann Brossard, qui est quand même à la mairie de Paris, qui est l'adjoint au maire chargé du logement. Rappelons-le. Mais là, on parle des propriétaires. On ne parle pas des locataires. Et je pense, notamment vis-à-vis du parc social, surtout, qu'il y a un tissu qui se déchire vraiment en termes de sociologie, où vous avez des propriétaires qui vont être sur certaines communes, donc de plus en plus CSP+, et des locataires, notamment du parc social, qui vont être de plus en plus CSP-. Et c'est ça qui rend les choses très très compliquées. Allez, on marque une pause. On va aller jeter un œil sur ce qui se passe dans le reste de l'actualité, puis on revient pour ce club de la presse immobilière. Petite alerte aussi, si vous remplissez votre déclaration d'impôt papier. C'est trop tard. Non, pas encore. C'est aujourd'hui. Que ce soir minuit. Et puis pour ceux qui sont sur Internet, ça s'étale du 24 mai au 7 juin en fonction de votre numéro de département. Vous finissez par avoir l'habitude de ce genre de système. Allez, on se retrouve dans un instant.